On a remis la casquette verte dimanche dernier. Décision légitime après la belle réaction des marchés alors que l'inflation aux États-Unis était plus forte que ce qu'on attendait. À raison ou à tort, mais qu'a fait le marché? Contexte, news, avis et stratégie, projection pour la suite. C'est parti et n'oublie pas de t'abonner et de liker. Ton défi, Liz Truss, si tu l'acceptes, est d'être Premier ministre. Allez, top chrono. Allez, record battu, 44 jours. Bravo. Première ministre la plus éphémère de l'histoire britannique. Le problème est toujours le même. La présentation du budget dont le financement reste flou, baisse des impôts, plafonnement des prix de l'énergie, et tout ça est contraire à la lutte contre l'inflation. La livre sterling s'effondre. Les taux d'emprunt d'État s'envolent. La Banque centrale d'Angleterre est obligée d'intervenir sur le marché. Semaine prochaine, on attend son successeur avec de nouvelles présentations budgétaires très attendues le 31 octobre. Ce sera un jour décisif. Alors si tu veux faire partie des 3 candidats qui y participeront, tu devras être parrainé d'au moins 100 députés parmi les 357 que représente le Parti conservateur. Et tu as jusqu'à lundi 14h pour te présenter. Bonne chance. Aujourd'hui, il y a 3 prétendants. On a Mr. Hunt qui cette fois-ci aura pour mission impossible de sauver le... Ah c'est pas... pardon, c'est Jeremy Hunt. D'accord. Autant pour moi. Autant pour moi. Bon, il a quand même déjà volé à la rescousse du gouvernement. C'était après la nomination justement de Liz Truss pour l'aider un petit peu à faire des aménagements sur son programme. Rishi Sunak aussi, ex-ministre des Finances. Et enfin, le 3e candidat avec sa mèche rebelle, Boris Johnson. Ouais, faut juste imaginer la mèche quoi. La livre sterling s'est stabilisée mais n'est pas encore sortie d'affaire. Inflation au Japon, ça s'accélère à 3%. Nouveau record national depuis 1994 et même depuis 1991 si on enlève le relèvement de la TVA. Alors ça c'est dû à, oh surprise, les prix de l'énergie. Et si on exclut ça, d'ailleurs, on a une inflation autour de 1,8%. Et donc aujourd'hui, pour 156 yens, tu as le droit à $1 américain. C'est son plus bas niveau depuis 1990. Et le mois dernier, le Japon a acheté avec ses réserves de dollars américains pas moins de 28 000 milliards de yens pour soutenir sa devise. Et en plus, la Banque centrale du Japon a dit qu'elle ne s'arrêterait pas là. Elle pourrait lancer encore 5 opérations de cette envergure si besoin était. Elle pourrait même vendre des bons du trésor américain au risque de froisser Washington. Et malheureusement, l'histoire nous dit qu'à chaque grande intervention du Japon, les effets ne sont que temporaires. Tiens d'ailleurs, en parlant de réserves de dollars, elles ont baissé de 2000 milliards de dollars depuis le début de l'année. C'est une baisse de 8% du jamais vu depuis une vingtaine d'années. Et le Fonds monétaire international a prévenu les banques en disant « Attention avec vos réserves, préservez-les parce qu'il peut y avoir encore des turbulences très graves. » Aujourd'hui, les réserves mondiales en dollars sont à hauteur de 12 000 milliards. Le record était l'année dernière avec près de 13 000 milliards de dollars. Côté Banque centrale européenne, avec toutes ces aides du gouvernement, que ce soit aux ménages ou aux entreprises, eh bien l'inflation restera là. On a aujourd'hui 66% de probabilité d'une triple hausse des taux de la BCE lors de sa prochaine réunion. Et pour une quadruple hausse des taux, c'est-à-dire 1 point de pourcentage de plus, il y a quand même plus de 30% du marché qui estime que c'est possible. Côté Fed, la triple hausse des taux pour sa prochaine réunion le 2 novembre, ça y est, c'est acté, c'est sûr. Mais on anticipe déjà pour la dernière de l'année, le 14 décembre, et on est revenu à 50-50 entre triple hausse des taux et seulement double hausse des taux. Et c'est vrai qu'une simple double hausse des taux, ça permettrait de calmer le taux à 10 ans aux États-Unis qui s'est encore emballé cette semaine au-delà de 4,15% et le dollar américain qui est toujours assez plus haut même si vendredi il nous a fait une petite mèche. Je sais pas ce que j'ai avec les mèches aujourd'hui. Côté pétrole, Joe Biden pourrait débloquer encore des réserves stratégiques et vendre 15 millions de barils supplémentaires. Sa réserve aujourd'hui a considérablement baissé. Il n'y en a plus qu'un peu plus de 400 millions de barils. C'est son niveau le plus bas depuis 1984. Et pour empêcher son épuisement total, il s'est dit tiens on va mettre en place un mécanisme de réapprovisionnement assez basique. Si le pétrole tombe entre 67 $ et 82 $, eh ben, on remplit les réserves. C'est donc clairement une zone support sur le baril. Même si tu me diras 67-82 $, c'est plus un râteau qu'une fourchette de prix.
Hausse des taux rime avec augmentation des marges du secteur bancaire. Et pourtant, le secteur bancaire enregistre une baisse de ses bénéfices de 13%. Ça, c'est pour le troisième trimestre. Les banques passent de plus en plus de provisions sur perte de prêts. Bah oui, avec la remontée des taux, le recul économique, et ces provisions sont bien plus fortes qu'au même trimestre l'année dernière. Qu'au même trimestre 2021 même. C'est la courbe que tu vois ici sur ce graphique en bas en bleu et la courbe en vert, ce sont les bénéfices. Et oui, la saison des résultats a commencé avec 7% des entreprises de l'indice SP500 qui ont déjà publié. Pour le troisième trimestre, 69% d'entre elles ont publié des bénéfices supérieurs aux attentes. Je parle des bénéfices par action. C'est bien, bon, ça paraît bien, mais c'est quand même inférieur à la moyenne des 5 dernières années. Et ici, on le voit, celles qui s'en sortent le mieux, c'est bien évidemment les entreprises liées au secteur énergétique. Et derrière, nous avons le secteur industriel. Netflix a donc publié et c'était une excellente surprise avec 2,4 millions d'abonnés en plus sur le trimestre, alors qu'ils s'en attendaient à seulement 1 million de plus. 2,4 millions, c'est donc quasiment autant que cette chaîne et je vous en remercie vivement. 40 000 c'est quand même pas mal déjà. Merci à Owen aussi, accessoirement Asher, qui a légèrement contribué lors de ses dernières vidéos à faire découvrir justement cette chaîne. Merci à toi Owen. Donc oui, Netflix, maintenant, nous avons quand même 223 millions d'abonnés. C'est un record. Et avec sa nouvelle offre là, avec la pub au milieu, Netflix s'attend quand même à récupérer 4,5 millions de nouveaux abonnés sur le prochain trimestre. Donc on avait déjà vu dimanche dernier que l'action avait quand même bien morflé ces derniers mois. Elle avait perdu quasiment 80% de sa valeur. Elle reprend des couleurs. Tesla a publié cette semaine et j'ai rendu sa copie. Il est où le petit Elon? J'ai corrigé ta compile. Et sache, mon petit Elon, que tu m'as déçu. Ah, parce que tu crois que tu vas changer le monde en continuant comme ça? Tu sais ta note? 19,5 sur 20. Non, je suis pas content. Je ne suis pas content. 3,3 milliards de dollars sur le trimestre de bénéfices. Ah bah oui, c'est pas bon. C'est moins bien que le record que tu avais fait au premier trimestre. Non, j'ai pas fini. Chiffre d'affaires. 21,5 milliards de dollars. Oui, c'est 2 fois mieux que l'année dernière. Oui, c'est un record. Mais on attend mieux de toi, Elon. Mieux. Les objectifs, c'est quoi les perspectives du coup? 50% encore de hausse de tes livraisons chaque année? Ouais, bah c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Les actionnaires, vous me sanctionnez tout ça? Voilà, moins 5% dans ta face. Allez, tiens, tu me dégoûtes. Bah voilà, prenez exemple sur Goldman par exemple. Non, pas Jean-Jacques. Voilà, mon petit Goldman Sachs, c'est bien, moins 44% de bénéfices. Tu rends ta copie, 2 sur 20. Voilà, c'est mieux, il y a du mieux quand même, hein. Encouragement. Voilà, prenez exemple. Regarde l'action, plus 13%. Voilà, ça c'est bien. Et toi là avec ta pomme, je suis en train de corriger ta copie. Résultat mercredi, donc... L'action revient sur un gros niveau hebdomadaire. C'est le bas d'un range dans lequel elle est depuis maintenant plusieurs mois, alors que la tendance précédente est largement haussière, puisque l'action a quand même fait x40. C'est un point d'entrée, certes, mais il va falloir attendre, en tout cas c'est ce que je vais attendre, un signal daily. Hermès, quant à elle, a annoncé une hausse de ses prix entre 5 et 10% pour 2023. Et ça, messieurs, c'est une information importante à l'approche de Noël. Mesdames, n'hésitez pas à partager. Je peux toujours donner une petite idée, voire une grosse idée. Elle annonce quasiment 25% de hausse de son chiffre d'affaires. Et ça, c'est dû notamment au rebond des ventes qu'il y a eu en Chine. Bref, pas de ralentissement. Et tu le vois ici, aucun commentaire sur sa tendance hebdomadaire. Dans une semaine relativement calme d'un point de vue économique et des résultats de bonne facture, comme on dit à la télé, les marchés ont continué dans le sens qu'il a amorcé la semaine d'avant, mais la hausse ne s'est pas accentuée. Pourquoi? Cette remontée des taux à 10 ans pour le moment qui ne plaide pas en faveur d'une accalmie sur la remontée des taux et un dollar américain toujours fort. Et pour créer une véritable rupture moyen terme de cette psychologie anxiogène qu'on connaît depuis le début de l'année, il va falloir une grosse bonne nouvelle et a priori ça pourrait provenir d'une inflation sous les attentes. Enfin, on l'attend celle-là. Ce qui permettrait du coup d'être plus light sur ses perspectives de resserrement monétaire et d'entamer un repli plus important sur le dollar américain qui certes a fait une mèche sur ses plus hauts mais pour le moment qui n'a pas inversé la vapeur. Pour l'inverser, il faudra passer en dessous de cette ligne bleue qui correspond à la moyenne mobile à 20 jours. Et donc ça permettrait plus globalement de revenir à l'achat
sur les actifs risqués de manière un petit peu plus intensive, c'est-à-dire les actions, les indices et par effet de contagion, ensuite on le verra après sur les cryptos. CAC 40 et DAX par exemple en Europe ont atteint des premiers gros niveaux intermédiaires daily. C'était l'objectif qu'on s'était fixé et que je m'étais fixé notamment sur le CAC à 6120 points. Ce sont ces lignes rouges qu'il y a ici sur les graphiques, moyenne mobile à 50 jours. Et comme par hasard on a atteint ces objectifs, ça réagit, ça latéralise ensuite. Oui, le marché respire. Faut-il s'en inquiéter pour autant? Pas encore, en tout cas, pas tant qu'on retrace pas 50% de cette impulsion haussière qu'on a amorcée il y a une semaine. Ce qui nous donne comme point de repère, facile à retenir, les moyennes mobiles à 20 jours. Ce sont ces lignes en bleu. Donc je le disais, mon premier gros objectif sur le CAC 40 a été atteint à 6120 points. Là, j'ai allégé considérablement les positions à l'achat qu'on a pris pendant tout au long de la montée. Quelques centaines de points au passage ici et là. Et j'ai toujours une dernière position qui traîne, que j'ai réouverte en cours de semaine. 6105 points exactement. Voilà, on se dit tout, on se cache pas. Je suis même en moins-value pour le moment. Que je vais conserver jusqu'à la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que pour le moment, le marché me donne pas des forts signaux de faiblesse, comme je l'ai dit juste avant. Alors, tu vas me dire, ok, une position c'est bien, mais est-ce que tu vas appuyer un petit peu plus fort sur le bouton? En gros, à quel moment renforcer les achats? À quel moment le marché va te dire, ok, j'en remets une? C'est une très bonne question du coup que je m'auto-pose. Il y a un dictionnaire là dans le coin ou pas? Eh bien, c'est quand le marché commencera à sortir par le haut de cette phase de latéralisation qui prend la forme d'ailleurs d'un drapeau. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Alors attention, on va aborder les figures techniques, les figures chartistes. Déjà, il faut savoir que les figures les plus simples sont celles qui fonctionnent le mieux. Vous savez d'ailleurs pour la majorité d'entre vous que je suis particulièrement allergique à toutes ces notions d'épaule, tête, épaule, tout simplement parce que c'est très joli sur le papier. C'est beau. Épaule, tête, épaule. Mais c'est juste impossible à trader. Et surtout, je dirais, ça marche pas souvent. Les figures qui sont les plus importantes et qui marchent le mieux sont celles qui permettent de mettre en place des stratégies claires derrière. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, voici celles que j'utilise en priorité. Ouais, c'est à toi bien, on va faire toute la liste de A à Z. Déjà, les triangles. Qu'il soit ascendant, descendant, symétrique. Prenons le triangle ascendant. Donc, dans une tendance haussière, ça nous montre une pression haussière des acheteurs qui reviennent à l'achat plus tôt que précédemment. Disons qu'ils ont de plus en plus faim. Ce qui nous donne du coup des plus bas de plus en plus haut. Et un bouchon au-dessus de la tête, matérialisé par une ligne rouge, autrement dit résistant. Et donc, on y retourne à chaque fois plus de force, plus d'envie, plus de volonté, ce qui veut dire à peu près la même chose sur les deux derniers termes que j'ai utilisés. Et comme il y a plus de chances de sortir par le haut d'une phase de consolidation latérale lorsque la tendance de fond est haussière, puisque les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois, c'est donc une figure haussière que j'affectionne particulièrement. Et les triangles descendants, du coup, c'est la même chose, mais à l'envers. Avec une tendance qui précède baissière, et puis la formation de plus haut de plus en plus bas, et un support horizontal. Plus de chances de le péter par le bas. Deuxième figure chartiste, les drapeaux, qu'on a vu par exemple sur le CAC ou le DAX juste avant. Ce sont des tendances secondaires baissières au sein d'une tendance primaire haussière. Pour simplifier, c'est une petite phase de respiration de marché et lorsqu'on en sort par le haut, on réenclenche le sens de la tendance primaire. Voilà pourquoi, tout simplement, je renforcerai lorsque les indices sortiront par le haut de ces drapeaux. Bon, il y en a plein d'autres de figures et je ferai une vidéo spéciale là-dessus si ça vous dit. Et vous pouvez mettre d'ailleurs éventuellement en commentaire, quels sont vos préférés et pourquoi. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous en servez vraiment? Est-ce que vous avez une stratégie derrière? Donc pour conclure cette partie technique, je reste positif, mesuré, prêt à renforcer si le marché m'en donne des signaux. Donc on va pas s'emballer, mais on sent quand même la fermeté du marché malgré finalement l'absence de bonnes nouvelles tout au long de cette semaine. Achat privilégié puisqu'en plus on a les indices qui ont quasiment tous réintégré les précédents plus bas annuels. Donc une semaine calme mais positive quand même, qui permet du coup de continuer à privilégier les stratégies à l'achat. D'ailleurs, si tu fais partie d'IVT, je pense que tu as bien compris le message tout au long de la semaine, on n'a fait que ça. Alors qu'attend le marché? La semaine prochaine, on aura beaucoup plus de chiffres macroéconomiques, notamment le PIB aux États-Unis et plein d'autres comme tu le vois ici. Sans oublier la saison des résultats d'entreprise qui va continuer bien entendu la semaine prochaine avec notamment Apple qui va publier.
Côté crypto, les volumes sont toujours au plus bas, le désintérêt est toujours évident, la volatilité au plus faible, ça c'est lié à des liquidations qui sont à des plus bas historiques, qui veut dire que les mains faibles ont disparu. Moins de liquidations, ça veut dire moins d'effet de levier, et ça c'est plutôt bien les gars, c'est bien, on utilise moins l'effet de levier, donc on se fait moins peur quand ça baisse un peu, on s'emballe pas dès que ça monte de 3-4%, ce qui nous donne moins de mouvements de panique, moins de mouvements d'euphorie, bref, moins d'émotivité, le marché s'assainit. Pour autant, pour qu'il y ait une rupture positive sur le marché des cryptos, tu l'as compris, au-delà d'une bonne nouvelle, il faut déjà que les investisseurs reviennent à l'achat de manière beaucoup plus importante sur les marchés traditionnels et ça se propagera ensuite très probablement sur le marché des cryptos puisque du coup les opérateurs et les investisseurs seront à la recherche d'opportunités, de choses un petit peu plus risquées, un petit peu plus volatiles. Bref, quand tout le monde repassera vraiment en mode risque on. Le Bitcoin, lui, tient toujours cette grosse zone clé des 19 000 $, les plus bas annuels, les plus hauts historiques, précédents historiques de 2017. Même principe sur l'Ethereum, qui lui tient cette grosse zone support, mais qui devra quand même passer au-dessus des 1420-1440 $ pour relancer une dynamique positive en daily. La ligne rouge là, souviens, moyenne mobile à 50 jours. Alors il y en a toujours quelques-unes qui se détachent, notamment, j'en ai parlé depuis un petit moment, QNT, qui a quand même doublé de valeur en un mois. Donc en attendant, dans cette phase un petit peu entre deux, dans un marché crypto beaucoup plus calme que les marchés traditionnels, gardons notre énergie. Et dès qu'il y aura des opportunités, on y va. Merci pour les likes, les abonnements, les commentaires. Bon dimanche. Ciao.